Bonjour à tous, je reçois le colonel Moutarde aujourd'hui. C'est comme ça que tu as été appelé dans les commentaires. Je pense que ça sera porté à ta chemise. C'est donc Jean-Baptiste, JB, l'invité du mois, pour parler de Civolution. C'est pas à ce moment-là que tu commences à t'éponger le front ? Non, pour l'instant ça va. Ok, donc Civolution, service de presse Matago, je remercie encore Auguste. Alors Matago, mais maintenant ça s'appelle Deep Print ou Grail Games, je sais pas. C'est le dernier Stefan Feld. Stefan Feld, il a fait des jeux qu'on aime et des jeux qu'on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup L'Année du Dragon, c'est un vieux jeu. C'était le moment où c'était assez punitif. Bonfire, et je pense que je suis le seul terrien dans la galaxie qui trouve qu'il y a un thème et qui aime le thème et que les mécanismes collent au thème, ce qui est très rare dans Stefan Feld. Marrakech, Diamant d'or de l'année 2020 quelque chose, très sympa. Il ressort tous ses vieux jeux en City Collection à 150 balles la version classique avec pion en acrylique. Moi, on avait joué, c'était ensemble qu'on avait joué à Macao. On avait joué à Macao. Ah, à Macao, moi j'ai pas du mais tout. Macao, oui, il y avait des idées, mais c'était pas. On avait l'impression de jouer à un proto. Alors ça a été réédité à Amsterdam. J'aurais bien aimé jouer à Amsterdam, mais c'est vrai que le prix, la politique de prix de Queen James est un peu dissuasive. Et c'est pas dans leur politique d'envoyer des services presse, en tout cas pas des petites chaînes comme la nôtre. Il a fait Château de Bourgogne. Voilà, moi donc toi t'as la version. Stefan Feld, j'aime Marrakech beaucoup aussi. J'ai Marrakech aussi. Château de Bourgogne, j'ai la version. Il a la version Awaken Realms, All-in plus ta mère. Alors non, t'as la version All-in, mais pas plus ta mère. J'ai pas les figurines de toutes les tuiles. Ouais. Mais en fait, tu peux pas, parce qu'on est voisins, hein, j'habite Porte-Saint-Denis, tu habites Porte-Saint-Martin, et on peut pas jouer ensemble, parce que moi je suis pas très mobile, et toi tu n'as pas de diable pour amener ta boîte de... Oui. Ou louer un utilitaire et puis faire le trajet, voilà. Ça se fait aussi, quoi. Ouais. Suite à cette introduction d'une demi-heure sur Civolution, où on a parlé de tout sauf Civolution, parlons de Civolution. Alors Civolution, c'est un jeu extrêmement thématique de civilisation. Voilà, voilà la réaction. Donc, voilà. Comme d'habitude, Stefan Feld nous plaque un thème au sol et des mécanismes au-dessus. Et là, c'est pas un jeu où tu vas incarner une civilisation, c'est un jeu futuriste où tu incarnes des étudiants qui étudient comment, à travers un jeu, on pourrait développer des civilisations. Je pense que le niveau suivant, c'est de faire un jeu sur un développeur de jeu qui développe des étudiants, qui simule un créateur de jeu, qui développe des civilisations. Bon, bref, c'est un peu comme Origin First Builder. Je pense Origin First Builder, c'est quand même jeu de civilisation où tu as des vaisseaux extraterrestres qui se pointent, qui te font monter sur des pistes du zodiaque. Et là, tu fais, mais on se fout de ma gueule. Là. Oui, bon, alors que là, dans Civolution, il y a un vrai thème qui est bien implémenté. Voilà, c'est vraiment. Non, très, mais très on comprend pas ton second degré. Non, c'est un peu plaqué. Alors, ceci dit, vous avez un plateau où vous avez des tribus qui vont évoluer, qui vont se déplacer, etc. Je te laisse commenter la belle couverture. Bah, vous voyez, c'est une super couverture qui vous annonce un petit peu le thème du jeu, ce que vous allez pouvoir faire. Par exemple, vous voyez ici en bas qu'il y a des zombies avec des pinces de crabe. Mais donc là, c'est parce que tu peux muter. Tu peux choisir tes mutations. Donc quand tu as tes zombies dans le jeu, parce qu'il n'y a aucun zombie, il n'y a aucune pince de crabe, mais théoriquement, tu pourrais... Il y a la dextérité, ils sont pas très dextres. Ah oui, d'accord. Voilà. Ou alors encore les petites fées au centre. Bon, mais c'est parce que en fait tu simules, c'est dans leur ZIA machin, ils construisent un peu, ils jouent à SimCity. Donc c'est les fées qui construisent des trucs. Mais toi tu joues une fée. Tu utilises des fées, un peu comme dans la vie. Tu utilises une fée. Voilà. Mais tu déduis. Non mais on peut pas discuter. Voilà, épisode 29, la mauvaise foi, on peut pas discuter avec la mauvaise foi. Je sais pas si on finira cet épisode. Alors le truc c'est que je vais être tout à fait franc. J'ai demandé le service presse parce que Stefan Feld, parce que Civolution, les gens en parlaient. Et en fait, j'ai vu des émissions, et j'ai entendu parler du gameplay, et je me suis dit, je vais annuler. J'ai oublié d'annuler, j'ai reçu la boîte. Et par politesse, j'ai joué. Okay, parce que j'ai une pile de la honte, mais je vais quand même privilégier les jeux qu'on nous envoie, non pas parce que pour faire du contenu de nouveauté, parce que ça on s'en fout, mais parce que c'est par politesse par rapport aux éditeurs. Et en fait, alors je fais un spoiler, j'adore. Alors là, je prends un contre-pied. Et ce jeu, vous avez 6 types de terrains, 3 terrains par type. Les forêts, les montagnes, le désert, le machin. Parce que vous avez un type de ressources
par type de terrain par terrain. Vous avez 3 ressources pour les forêts, 3 ressources différentes pour le désert, etc. Vous avez 18 ressources, plus la bouffe, plus l'argent, plus les idées, plus la concentration. Donc en fait là, vous avez bien compté, c'est 18 plus 4. Il faut que je m'éponge, là je me sens mal. Voilà. Il faut qu'on fasse une Donc pause. 22 ressources différentes, ok, plus les diamants induits, donc ça fait 23. Et en fait, on avait compté 30 actions plus. Non, 28, 21. Non. Sur les actions principales. Non mais moi je te parle les combinaisons de dés. Tu as 30 actions plus l'action de joker qui est de faire avec n'importe quel dé, donc tu as 31 actions possibles. Donc c'est un jeu, je reprends, 23 ressources, 31 actions. Une iconographie, vous ouvrez le plateau, vous rentrez dans une cabine de pilotage de Rafale. Et là je me suis dit, oulala, c'est Romain Bray, loué soit-il, qui est venu avec la boîte et qui nous a expliqué les règles. Et en fait les règles sont étonnamment simples. Alors, on va pitcher le jeu quand même. On joue 4 manches. À chaque manche, on va tirer un événement. Puis, on va faire en fait une phase de revenu, de draft, de tuiles, ok. Et ensuite, la mécanique principale, c'est on va commencer avec 6 dés qui sont de valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va choisir 2 dés à son tour pour faire une action. Et chaque action est en fait un petit peu matricielle, correspond à 2 dés. Alors, vous avez 1, 3, c'est la migration, 1, 4, c'est l'exploration, 3, 4, je planifie, machin, etc. Et comme dans tous les Stefenfeld, vous allez avoir une façon de faire une mitigation de dés. Vous avez une ressource qui s'appelle les idées, qui vous permettent de faire plus 1, moins 1 sur un dé, et c'est circulaire. Donc un 1 devient un 6 devient un 1. Vous avez des cartes. On commence avec un deck de cartes asymétriques. Ces cartes vont représenter des exploits, des inventions, des bâtiments, des machins. Et vous établissez un tableau devant vous de cartes qui montent un peu comme la marée, qui vont vous faire des points, des bonus permanents en jeu, des montées de pistes. Il y a des pistes. Fin d'une manche, on a tiré préalablement au setup un ensemble de scoring qui va jusqu'à la pièce à côté, qui sont le scoring de fin des 4 manches. Et ensuite, vous avez des scorings permanents. Vous avez 5 pistes sur lesquelles vous allez monter. Il va y avoir des multiplicateurs en fonction des pistes, et puis il y a des ressources qui vont faire des points à la fin, les diamants, votre nombre de mutations, les pinces de crabe, les bonshommes qui sont les tribus qui sont encore en vie, le nombre de territoires sur lesquels vous êtes répandus, vos cartes sur votre tableau, bref, c'est une énorme salade de points. Il va y avoir pas mal de points qui sont réalisés pendant la partie, et vous avez l'essentiel quand même des points qui sont réalisés à la fin de la partie. Mais ces points, donc, on a des marqueurs qui vont indiquer qu'est-ce qui va scorer à la fin de chaque manche, quels sont les multiplicateurs de points sur tout ce que je viens de dire à la fin de la partie. Donc, vous savez ce qui va scorer et vous avez une analyse de setup sur OK. Donc ça, c'est une partie où il va falloir que d'abord je mute, ensuite je me répands, machin. Les pipeaux, les tribus vont scorer plus qu'à la partie précédente, donc je vais privilégier la procréation pour me multiplier, etc. Qui dit procréer, dit il va falloir que je nourrisse tout le monde, donc il faut que je développe la chasse, ou etc. etc. Et en fait, vous avez une espèce de stratégie qui se dessine. On a une analyse de setup à faire pour savoir comment on va se développer, etc. Il y a des effets d'aubaine, je vais revenir dessus. Et il y a cet événement qu'on résout à la fin de tour qui va générer une course parce que généralement c'est par exemple celui qui est le plus monté sur la piste d'ingéniosité qui va gagner un bonus, ça met à jour le curseur météo qui nous donne des bonus ou qui va nous donner des malus si on est en canicule ou au contraire en aire glaciaire, et il va falloir s'adapter parce qu'on le sait à l'avance ce qui va passer en fin de tour. Globalement, à la fin de chaque tour, on va aussi marquer des points en fonction des tribus qu'on a qui sont en position levée. Et bah oui, c'est thématique. Oui, non, ce sont des tribus fortes. Des tribus fortes. Et, je dis plus rien. Et on fait son scoring fin de manche. Celui qui a scoré le plus sur ce scoring fin de manche devient premier joueur. On continue et on fait 4 fois. Alors, un truc intéressant. Ah, t'allais parler du scoring fin de manche progressif ? Oui. Plutôt... Oui, mais c'est comme à Château de Bourgogne, en fait. C'est que le scoring de la première manche, vous allez scorer 5 points par critère. Puis deuxième manche 4, puis 3. C'est un peu comme quand on clôt les territoires à Château de Bourgogne. Les plus petits en première manche font
plus de points, c'est fait pour équilibrer. Voilà. Je trouve que ça peut être assez impactant, enfin sur la partie que j'avais faite, sur la première manche typiquement, ça avait fait énormément de points Ouais, mais par alors, rapport au total global. oui, mais alors, je vais en parler, ouais. Je vais en parler, parce qu'on est là pour en parler. À son tour, soit donc on choisit une action, parce qu'il nous reste des dés, soit il nous reste moins de 3 dés ou plus de dés du tout, et là on fait ce qu'on appelle un reset, c'est-à-dire on relance tous ces dés, on avance un compteur d'action global, et c'est là qu'on commence avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis les dés, on les lance, on peut avoir des résultats. Si j'ai 4, 2, 1, 3 et 1, 4, bah, je vais être très contraint dans mes actions. Donc globalement, les dés vont être très contrariants, d'où la nécessité d'avoir des idées, ce qui est assez rare pour JB, pour pouvoir faire une mitigation de résultats. Et on a une action qui s'appelle la sagacité, 6-3, qui permet de générer des idées, et on peut améliorer ces actions, qui sont des tuiles qu'on retourne, et ensuite qu'on enlève. Il y a 3 niveaux de progression sur ces actions, qui nous permettent de générer beaucoup d'idées, ce qui est toujours une bonne idée. Parce qu'on peut avoir vraiment besoin de mitigation, et on peut vraiment râler sur les valeurs des dés qu'on tire. Voilà. Il y a d'autres manières de mitiguer les dés. Donc voilà, c'est en moyenne, on va avoir une stratégie, tout le monde, et on va devoir faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et tout le monde va dépenser des actions à faire de la mitigation, en fait. Donc il ne faut pas se dire, oh là là, moi j'ai pas de chance, lui il a de la chance. La chance, ça tourne. Et moi j'ai fait 5 parties au mois d'avril, c'est-à-dire j'en ai fait pas mal, hein, parce qu'on va parler de la durée après, mais c'est assez copieux. Je suis complètement addict, je dois dire. Tu en es témoin des nombreux messages. J'ai même lu le mode solo, parce qu'on va parler de l'interaction, il n'y en a pas beaucoup. Mais je me dis, bah tiens, c'est un des rares jeux où j'ai envie de jouer en solo. Et ben en fait, une fois qu'on aura fait à 3 joueurs 8 resets, on termine une manche. Et on recommence, c'est 4 manches. Et en fait, 8 resets, ça veut dire que c'est pas 3 par personne. Donc il y en a un qui va se faire avoir, en tout cas qui va se décaler dans les resets. Et au fur et à mesure, puisqu'on peut faire de la mitigation de dés, on peut récupérer des nouveaux dés, on peut planifier des dés, etc., bah, on va avoir des décalages entre joueurs. Et ça, il y a une observation de tempo, de quand est-ce que va se terminer une manche. Parce que quand ça se termine, on finit le tour, puis chacun a une action supplémentaire. C'est qu'est-ce qui me reste comme temps pour cette course à l'événement, cette course au scoring de fin de manche. Ça, tu l'as testé à 2? Ouais. Parce qu'à 2, je trouve que c'est moi, la partie que j'avais faite, c'était à 2, j'avais trouvé que c'était un peu moins vrai. Ah bah si. Tu n'avais pas ce décalage. Ah si, bah, en fait ça dépend des actions des joueurs. Parce que si un joueur va prendre des dés, par exemple... Ouais, mais nous, la partie en l'occurrence, on avait récupéré nos dés à peu près au même moment, ce qui fait qu'on était assez synchro. Oui, mais ça dépend des parties. Le truc. Okay, du coup, ça dépend des parties, parce que tu peux avoir des parties où des joueurs vont récupérer plein de dés, eux, ils vont vraiment se décaler par rapport aux autres. Tu as la planification aussi qui te permet de mettre des petits jetons de ressources. Alors, les ressources, je vous ai dit, il y en a 18, il y en a machin, etc. Ça, c'est un truc que je trouve très malin, c'est qu'ils utilisent le même système que Through the Edges, qui est, j'ai un token, dans mon plateau personnel, j'ai toutes les ressources qui sont représentées, et avec le même token, je dis, bah, ça, c'est de l'or, ça, c'est de l'huile, ça, et j'ai pas 12 000 jetons avec 12 000 icônes. Que ce soit les idées, de l'huile, de la bouffe, c'est le même token. Ça, je trouve ça assez ingénieux. Oui, alors c'est pas tout à fait pareil dans Through the Edges parce qu'il y a certes un seul jeton, mais il y a aussi une seule ressource dans Through the Edges. Quand tu as du minerai, quand tu as des sourires, quand tu as de la pop, etc., c'est pas la même ressource. Oui, mais t'as. Non, mais on peut pas discuter avec la mauvaise foi. Disons que t'as 2 ressources principales, la nourriture et le minerai, versus 23. Non, mais on est d'accord que ce que je viens de dire n'est pas dépendant du nombre de ressources. Oui, voilà, point final. 6-0, 6-0, je sais tes matchs. Donc, c'est comme dans Through the Edges. Je vais lui faire la démonstration. Through the Edges, c'est un bon jeu. Ça, malheureusement, c'est pas un bon jeu, mais non, mais je pense c'est pareil, c'est à peu près pareil. Et puis, ça, c'est un bon joueur, et ça, c'est pas un bon joueur. Et ça, c'est la bonne foi, et ça, c'est la mauvaise foi. Effet d'aubaine. Alors, oui, il y a des effets d'aubaine. Si, moi, dans mon set de départ, j'ai une carte qui me permet de monter de 3 sur la piste verte, et que le premier scoring est sur la piste verte, je vous ai dit, c'est 5 points par montée sur la piste verte, puisque c'est 5 fois le scoring, bah, tout à coup, moi, j'ai fait 15 points, pendant que les autres, ils vont galérer sur la piste verte. Et vous voyez que thématiquement, je vous parle de piste verte, je ne sais même pas ce que c'est. Donc il y a ces effets d'aubaine. Il y a l'effet d'aubaine des événements, qui sont, bah, on est au 3e manche, tire un événement, c'est celui qui est le monté le plus haut au hasard sur la piste verte, qui
peux choisir de gagner 6 points de victoire et 3 ressources, machin. Bah, on est à la 3e manche, il se trouve qu'on a fait des développements différents, puis il y en a un qui s'est échappé sur la piste verte, pas les autres. Bah, l'événement, il est clairement en sa faveur et on ne pourra pas le rattraper, quoi. Donc ça, c'est des effets d'aubaine. Il y a l'effet d'aubaine, bah, évidemment, des dés. Il y a l'effet d'aubaine des cartes, c'est-à-dire qu'on va avoir des tas de cartes par couleur. Il y a cette action qui permet de soit récupérer, c'est un espèce de marché de cartes, une carte qui est face visible, soit je pioche des cartes face cachée, j'en prends qu'une. C'est une action de récupérer une carte. Les actions, je vous ai dit, on peut les améliorer. Donc on peut dire, bah, genre, au lieu de piocher 2 cartes, j'en prends une. Je pioche une carte, 4 cartes, j'en prends une. Et encore niveau 2, niveau 3, c'est je pioche 4 cartes et j'en garde 2. Donc il y a de la mitigation de cette action-ci, mais malgré tout, il y a beaucoup plus de cartes que ce qu'on va en jouer. Il y a beaucoup plus d'événements. On va en tirer 4 pour chaque manche. Et donc il y a une variabilité de parties, mais on se demande d'ailleurs, mais pourquoi il y a autant de cartes, quoi. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant d'événements, sachant qu'on n'en tire que 4. Mais, alors moi je constate que sur les 5 parties, alors que tu vois, les scorings sont hyper différents, les parties sont différentes, les stratégies sont différentes, les joueurs sont les mêmes, bah, le gagnant va toujours gagner. C'est une façon de jouer qui est un peu consanguine, dans le sens où c'est toujours le même groupe de joueurs. Donc, je ne sais pas du tout comment situent nos scores, mais les gagnants gagnent entre 220 et 240 points. En standard à 3, je n'arrive pas à faire plus de 205 points. Donc, quelle que soit la config, quel que soit le facteur de hasard, ce que je constate, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont gagné à chaque fois. Donc, il y a quelque chose. Et ce que moi, j'apprécie dans le jeu, c'est que c'est hyper fluide. C'est que, ouais, il y a 30 actions, 23 ressources ou 24 ressources, machin, etc. Déjà, l'iconographie, bah, vous imaginez bien, j'ai mis des images à l'écran. Putain, mais la première fois, ce que tu as dit, c'est que Nicolas, on lui a expliqué les règles et puis il est parti se coucher, quoi. Il est réellement parti se coucher. On a fait la partie à 3 et puis finalement on l'a fait à 2. C'est un jeu qui est bac à sable avec un énorme bac et beaucoup de sable. Et en fait, c'est du sable mouvant, c'est-à-dire qu'on s'enfonce dedans, on est complètement paumé. Et en fait, l'iconographie, deuxième partie, elle est limpide. Et moi, je suis capable de vous dire aujourd'hui, bah, la planification, c'est l'action 3-4. L'exploration, c'est l'action 1-4. Choper des dés blancs ou roses, c'est l'action 5-6. Les dîners parisiens, je fais un fureur avec ces connaissances, parfaitement indispensable. Et ben, mine de rien, au bout de 5 parties, je connais tout l'icono, tout le jeu, tous les mécanismes. Vous avez une règle qui est dense. Il y a une complexité 4.2 sur BGG, mais je pense que c'est encore une fois, il y a un mélange entre quantité de règles et complexité du jeu. Alors, qu'est-ce que ça mesure? Bon. Oui, mais le jeu, mais parfait, mais je pense que les règles sont ça reste un jeu quand même lourd. Ça fait partie des gros jeux. Oui, Lourds, bah, je pense que c'est le plus gros jeu en termes de règles de Stefan Feld. Il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, les tours sont très fluides. Et les premières parties des joueurs sont très longues. On a joué avec Mehdi hier. La partie a duré à 3-4 heures. Et Mehdi a souffert le martyre parce que justement, il était complètement paumé. Et en fait, ce jeu lui balance trop de hasard, je pense, à la figure. Et il était c'est trop bac à sable, en fait, pour qu'il ait l'intérêt ça ne le motive pas de faire une deuxième partie. Donc, c'est un jeu qui est clivant. Il est de l'autre côté de la clive. Si vous acceptez de faire une deuxième partie, bah là, les choses se clarifient petit à petit. Et en fait, plus j'en fais, plus j'aime. C'est un jeu qui gagne à être approfondi parce qu'en plus, bah, les types de cartes qui sont les bâtiments, les exploits, les mutations, etc., au fur et à mesure, on comprend qu'il y a un thème par couleur, ce qui n'était pas évident au départ, et qui dit bah, tel tas de cartes va demander tel type de ressources pour être posé, il va te faire progresser sur tel axe. Et c'est intéressant, et ça, je pense qu'ils auraient dû faire une aide de jeu dédiée à ça. En fait. Oui, pour te mettre un peu plus dans le thème, mais effectivement. De quoi? Enfin, le thème, oui, enfin, dans d'autres jeux, là, dans celui-là, ça marche pas, mais il y a des jeux où il y a un thème, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a d'autres jeux où il y a un thème qui est cohérent, les actions s'intègrent dans le Je thème, progresse, je migre, j'explore. Ah oui, alors j'oubliais, il y a aussi un gros effet d'aubaine sur l'exploration. En fait, quand vous êtes sur des territoires... Ça m'a plus gêné. Autant le hasard lié au dé, que tu peux mitiger et qui fait partie des contraintes de jeu, me gêne pas. Ouais. Mais les effets d'aubaine de tirage de cartes et de... les tuiles d'exploration.
Et surtout qu'il y a pas mal d'exploration, enfin de tuiles négatives en fait. En fait, mais justement, l'exploration qui est négative, c'est-à-dire vous retournez une tuile et c'est un effet néfaste pour quand vous êtes dans une région adjacente, elle rapporte beaucoup de points. Et en fait, il ne faut jamais la faire quand il ne te reste plus d'action dans la manche. Parce qu'il faut pouvoir se barrer. Un peu comme à Nara, quand tu veux, tu Exactement. dois en début de manche découvrir un monstre pour être capable de le battre. Voilà, si tu le fais en dernière action, tu vas être chassé. Okay. Donc ça, il faut s'adapter à ça. Et tu as une strat exploration, justement, qui rapporte énormément de points. Globalement, les personnages que tu vas déplacer vont te rapporter des points parce que tu vas de toute façon, quelle que soit la partie, avoir des récompenses liées au nombre de territoires que tu occupes différents à la fin. Quand tu migres, de gagner des points. Comme tout dans ce jeu. Je veux dire, se lever, ça te fait un point. Dire bonjour quand t'arrives, c'est des points. Tu t'assois, des points. Épisode 29, la mauvaise foi. On ne peut pas discuter. Tu gardes des cartes, c'est des points. Tu lances un dé, il est cassé, c'est des points en plus. Mais voilà, là vous avez toute l'étendue de sa bonne foi en action. Mais, moi, la dernière partie, la personne qui gagne, il lui reste un meeple à la fin, il n'a rien exploré. Il y a des strates où, au contraire, tu vas te multiplier, tu vas explorer. Ça dépend des parties aussi, parce que ça dépend des multiplicateurs de points finaux. Est-ce que tu as intérêt à avoir beaucoup de pop ou pas? C'est une strat, mais qui demande, parce que vous allez améliorer des actions, mais forcément un sous-ensemble des actions, et globalement, le jeu de civ, il est là. C'est-à-dire que tu choisis l'arbre technologique, je dirais, des actions que tu vas améliorer. Et tu vas te concentrer sur ces actions-là. Est-ce que tu vas développer la procréation, l'exploration, la migration, ou plutôt tes mutations, la pose de cartes liée aux mutations, etc. C'est ça qui fait, je trouve, tu te crées un moteur, et tu te crées un moteur aussi avec les effets des cartes et les bonus des cartes que tu as posées. Et ça, c'est quand même avec plus de parties que tu le découvres. Le défaut, pour moi, qui est un vrai gros défaut, c'est le manque d'interaction. C'est-à-dire que vous avez des populations qui sont sur un territoire et vous vous dites, on va se castagner, quoi. En fait, non. La seule chose que tu peux faire, c'est pousser quelqu'un. Et quand tu pousses quelqu'un, tu es dans un refuge, tu le pousses dans la pampa, c'est le terme officiel dans notre groupe de jeu, c'est-à-dire qu'il se retrouve au milieu du territoire sans refuge, et tu vas devoir, pour le nourrir, consommer de la nourriture supplémentaire. Pousser de la nourriture. Voilà. Parce que moi, je m'étais dit, en standard, ce qu'il faudrait, c'est qu'au moment où tu le pousses, il y a une tribu a donc 3 statuts, soit elle est droite et elle est forte, c'est comme ça qu'elle peut pousser. Quand elle pousse, ça la fatigue, et elle est morte. À la fin d'une manche, vous devez nourrir toutes vos pops, ou alors elles s'affaiblissent, elles se couchent. Si elle était déjà couchée, elle meurt, vous la retirez du plateau. Et nous, on s'était dit, quand tu pousses une tribu dans la pampa, il faudrait la coucher. En fait, il y a une carte qui fait ça. Donc, c'est déjà un effet de carte. De dire, je pousse ça, okay. Dans ces cas-là, j'affaiblis la pop que je pousse et je gagne un point. Ce qui fait qu'elle va être obligée d'être nourrie, et en plus, avec un surcoût parce qu'elle est dans la pampa, elle n'est pas dans un refuge, sinon elle meurt. Il y aurait une variante à créer. Cette carte est une règle de base et je la retire du jeu. En fait, c'est ce manque d'interaction qui me fait dire, tiens, j'ai envie de jouer au jeu solo parce que j'aime bien le puzzle que le jeu propose, et je le trouve très addictif. C'est pour ça que là, j'ai fait 5 parties en 2-3 semaines, donc plusieurs parties par semaine. Je pense que j'y rejoue demain, et je pense que éventuellement demain matin, je joue au jeu solo. Donc en plus, c'est rare pour le coup. Ouais, moi je joue. Parce que moi, mon jeu solo préféré, c'est quand même les livres dont vous n'êtes pas le héros. Voilà. Je connais pas. Mais... il y a des mots. Ouais. Tu lis des BD, toi? Oui, avec des images. Ouais. Par contre, je trouve qu'il y a plus d'interaction qu'on croit en première partie. C'est pour ça qu'il est mal placé pour en parler. Oui, moi, c'est vrai que j'ai qu'une partie. Voilà. Oui, mais Warning, je n'ai joué que... Non, mais je t'ai invité pour en parler. 1, parce que tu es un faire-valoir. 2, parce que, justement, c'est un retour intéressant de quelqu'un qui n'a pas aimé au bout d'une première partie. Ça a été le cas de Mehdi aussi. Ça a été le cas de Sébastien Brunet qui a dit « mais c'est complètement naze ». C'est un jeu très clivant et ce serait malhonnête que je sois le seul à en parler. Mais par ailleurs, moi je trouve pas qu'il soit naze, complètement naze. Je pense qu'il y a un cœur de jeu qui est très sympa et je comprends le côté addictif que tu puisses y trouver. Et ce cœur de jeu, pour moi, c'est le côté
gestion Des actions. du pool de dés qu'on Ouais, a ça. et comment les combiner de manière astucieuse. Ce que je retrouve par exemple sur une échelle moindre, mais dans le château de Bourgogne, Ouais. où on a 2 dés. Avec les ouvriers, tout ça, on peut faire des combinaisons différentes. Chaque dé a de multiples utilisations possibles et donc on a un panel de plusieurs options et on réfléchit, il y a un petit casse-tête à chaque tour. Mm. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, et tu sais quoi, ce jeu, parce que moi j'ai pas été hyper fan de Château de Bourgogne, et en particulier parce que j'ai acheté la version Deluxe non Awaken Realms qui a été la réédition. Pour lire les tuiles, il me fallait un microscope électronique. Ouais, donc l'édition. L'édition m'a t'es pas bonne. repoussé. Et avant de dépenser 150 balles dans la version Awaken Realms, bah, je me suis dit, faudrait que tu amènes, que tu loues ton camion d'Emeco pour venir avec, quoi. Et qu'on joue ensemble. Ouais, je trouve que la version avec Dreams Oui, corrige tout. impec. Ouais. Elle est très chère, mais impeccable. Oui, puis c'est un calax. C'est hein. très beau et oui, c'est gros aussi. Ouais. C'est pas non plus aussi gros, mais c'est moins gros qu'un Andromeda's Edge. Hein. Oui, mais Andromeda Z, c'est bien. Alors ça, Alors, c'est pour une autre vidéo. Voilà. Il s'est C'est pris pour en pleine gueule le trash de l'Eurotrash. Et il a encore les résultats des dés. Il a les faces des 1 qui sont encore incrustés sur tes fesses et dans tes molaires. Bon, pour revenir à ça, il y a quand même plus d'interaction que ce qu'on pense en première partie, parce que bon, il y a ces courses. Ouais, pour les indirect pour moi. Ah oui, bah c'est un Complètement euro indirect. comme dans beaucoup de Stefenfeld, je dirais. Oui, mais tu vois, je trouve que dans Château de Bourgogne, l'interaction, elle est beaucoup plus forte sur la prise de tuiles et sur les gestions de majorité. Alors là, tu vas avoir une interaction sur l'événement de fin de manche. Mais pour moi, l'interaction, là où tu as des courses, c'est sur l'exploration, les migrations, les explorations de territoire. Parce qu'en fait, quand tu migres, si on explore un terrain non exploré, on découvre la ressource pour ce type de terrain, et on retourne la tuile et on produit gratuitement sur le territoire. Ceux qui arrivent derrière, ils n'ont pas cette production gratuite. On a des points quand on migre. Okay. Et ensuite, ça donne des possibilités d'exploration, c'est-à-dire retourner les tuiles adjacentes, qui sont vecteurs de beaucoup de points aussi. Donc en fait, il y a une course à la migration pour les ressources et pour l'exploration. Et je dirais que dans certaines parties, en particulier la dernière, j'attendais que les autres qui allaient migrer migrent dans certaines régions, parce que tu peux toujours vendre et acheter des ressources, y compris celles qui n'ont pas été découvertes. Mais celles qui n'ont pas été découvertes, tu les achètes le double. Tu les achètes 4 au lieu de 2 argent. Bah en fait, moi j'attendais que la ressource soit découverte pour pouvoir acheter la ressource moins chère. Alors, c'est des interactions que je vais appeler subtiles. Mais il y en a, et finalement, bah, tu vas jouer Château de Bourgogne, les interactions, elles sont quand même... T'es sur le développement de ton plateau solo quand même. Non, alors je pense que ça fait une grosse parenthèse, on va peut-être pas en parler, mais moi je trouve justement que dans Château de Bourgogne, le switch de on joue au jeu de façon lambda, relax, c'est un jeu initié en gros, ça devient un jeu beaucoup plus tendu, beaucoup plus technique, surtout en contexte à 2 joueurs sur Château de Bourgogne. C'est justement toutes les tuiles qui sont dispo, toutes les majorités, et couper, faire comme une sorte de draft en fait, où on coupe et on joue pour couper tout ce que les options de l'autre, oui, toutes les options de l'autre, lui enlever des majorités, tout ça. Oui, mais Et ça c'est vrai important. aussi à 2 joueurs. Arc Nova, c'est vrai aussi, tu as beaucoup plus de confrontation Oui, quand tu es à 2 joueurs. Azul, beaucoup plus de confrontation quand tu es à 2 joueurs. Mais Civilisation, quelque part aussi, c'est vrai que, non, mais pour être franc, tu as moins d'interaction et c'est un défaut. Okay. Parce que tu peux quand même faire ton plan, quoi, tu vois. Bah, ton plan, en fait, il va plus être contrarié par le résultat de tes dés et les cartes que tu as piochées que par autre chose. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on te dit, bah, tu as un scoring sur la piste verte. C'est un exemple, je reste dans mes rails, dans mes traces de ski. Bah, en fait, tu n'as aucune carte présente dans le display qui te permet de monter sur les cartes vertes. Tu te dis, ok, je vais piocher des cartes, il n'y a rien. Et tu dis, bon, bah, okay. Voilà, lui, dans son jeu de base, tac, il a la carte qui lui fait monter sur des cartes vertes. C'est pas juste. C'est pas juste. Bah, oui, voilà, c'est comme ça. Mais non, mais du coup, tu te dis, ok, à chaque manche, il va y avoir des scorings différents. Il y a des scorings de fin sur chaque piste, sur les tribuctas, sur le nombre de territoires différents. Il faut que je m'oriente vers un autre scoring. Il y a des scorings qu'il faut ignorer. Bon, jeu très interactif, barrage.
les objectifs de chaque manche en termes de points, je dirais que les 2 premières manches, tu t'en fous. Tu vas pas les atteindre. Ouais. Bah, il faut que tu vises les objectifs de 4-5e manche. Et ça, tu le prépares dès la première manche. Ouais, je suis Donc, d'accord. c'est un peu ça, en fait, ce shift-là qu'il faut se dire. C'est pas chaque manche où il va falloir que je maximise mon scoring. Il faut peut-être que je prenne de l'élan, que je saute un scoring pour faire un comeback fracassant à la manche suivante. Et c'est ce puzzle-là que je trouve intéressant. Et où je suis nul. Voilà. Pour ce qui est peut-être des points négatifs, qui sont voilà, minimes mais présents quand même. Moi, je mettrais 2 points. En gros, un point sur le côté mécanique du jeu et un autre énorme point sur le côté thématique, graphique. Les graphiques. Comment le jeu se présente à nous finalement quand on ouvre la boîte ou même avant d'ouvrir la boîte. Le matériel est magnifique. Le matériel est nickel. Il est Je suis incroyable. d'accord. Et le plateau personnel avec les tuiles, et l'iconographie, pour moi, est irréprochable. Ouais, Et en tout fait, est clean, tout est clair. Au départ, tu es noyé par où se trouvent les infos, et en fait, c'est super clair. Tu peux construire des bâtiments, quels sont les effets des bâtiments, c'est écrit à côté des bâtiments. La console, elle est chargée, mais il n'y a pas quelque chose qui manque. Et les règles sont organisées de telle manière à ce que si tu cherches l'effet de quelque chose, tu as un sommaire hyper bien fait, c'est laser, ta recherche elle prend pas beaucoup de temps. Ouais, non, mais soit. Pour la partie mécanique, moi, c'est ce que je te disais. Je pense qu'on est en fait assez d'accord là-dessus. Et la question, c'est quelle importance on va accorder à ce point versus cet autre point. Je trouve que le cœur de jeu est intéressant. Le fait d'avoir la relance des dés, le fait de pouvoir rajouter des dés, le fait de pouvoir mitiger ces dés, ça c'est super intéressant. Et tu as justement cette Chaque dé a interaction plein sur d'utilisations. surveiller où en est l'autre par rapport à ta manche. Mais ça, encore une fois, oui, ça je suis d'accord. Autour de ce cœur qui est, je trouve, très intéressant et très fort, il y a un énorme amas de fioritures qui parasitent la lecture du jeu. On avait dit donc 21 actions, 23, je pense qu'il y a 30. 21. Faites vos recherches. 31, moi je dis. Faites vos recherches. Allez, c'est le juste prix en commentaire. Je pense que c'est 21, puisqu'il faut évidemment un 2-3 et un 3-2, ça fait la même action. Ouais, donc c'est 36 divisé par 2. Tu fais 36 moins 6 pour les doubles. Ouais, donc 30. 30 divisé par 2. 15. Plus 15 6. plus 6, 21. 21. Plus 1. Parce Plus que un. tu as une action où tu utilises Oui, n'importe quel. 22. 22, bah j'avais raison. Voilà. Donc c'était 21 plus la Voilà. petite action qui traînait. Voilà. Bon, au blackjack, j'aurais Soit. perdu, mais c'est 22. Bon ben, cet Ça effet-là- correspond au nombre de ressources. Élégant. Non, ça correspond pas. Non, Bah si. C'est 18. 18 plus la bouffe, plus l'argent, plus les idées, plus la concentration. Ok. Donc le problème c'est ces actions. En fait, il y a la plupart des actions vous les ferez pas ou vous les ferez une fois Non, dans une partie. dans une partie. Oui, soit. Mais même. non. Oh, ok. Non, non. Sur les ressources, pareil, je trouve que c'est too much. Je peux entendre que ça a un intérêt et tout, mais je pense que on aurait pu faire un jeu qui est plus streamliné, plus intéressant, et sans perdre justement le sel et la variété, sans forcément avoir 18 ressources. Mais ça Moi, s'appelle m'a perdu. ça s'appelle Château de Bourgogne. Bah, Château de Bourgogne, c'est mieux que ça. C'est exactement ce que je dis. Je trouve qu'il y a un cœur de jeu qui est très intéressant, et après, c'est des fioritures. C'est exactement Alors. ce que, justement, beaucoup de gens reprochent Ouais. de la Cerda, tout ça. Où c'est- Ah non, mais Lacerda, pour moi, le il y a du problème. too much. Non, pour moi, Lacerda, t'as de l'AP parce que pour faire une action, c'est ultra compliqué. Je veux faire ça, mais alors, il me faut ce prérequis qui demande ce prérequis, qui demande ce prérequis. Donc, ça, c'est atroce. Ou alors, dans Invention, c'est je veux faire cette action, mais elle est là. Alors, pour la faire là, il faut que je compose ma chaîne d'actions Et en fait, c'est comme en fait, la différence entre du piano et de la trompette. C'est-à-dire que piano, tu appuies sur une touche, tu as une note. Trompette, avant de sortir une bonne note, tu galères. Je trouve que là, faire une action, tu utilises 2 dés, tu as ton action. La Cerda, c'est la trompette. Et c'est ça C'est ça la différence. Ouais, c'est ok. ça la différence. Effectivement, le jeu, par contre, nous, quand on l'avait joué, c'était fluide. La partie avait peut-être duré 2 heures. Oui, ce qui est normal à 2 au départ. Ce qui est ok. Et ça c'est plutôt. Mais tu vois, il faut créer du jeu. les 4 heures, alors Mehdi, il a souffert.
Vincent et moi, on en a discuté après, on n'a pas vu le temps passer. 4 heures. Et on n'a pas vu le temps passer. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de règles qui auraient pu être enlevées, les questions de météo, qui pour nous, en tout cas dans notre partie, étaient assez anecdotiques. Joël va me dire, non, mais t'as pas compris le jeu. Et t'as Et pas... alors, parce que Joël Attends. une mauvaise foi complète. Attends, t'as pas compris le jeu. Non mais, tu le sais à l'avance et il faut que tu fasses en fonction. Et c'est ça le truc, c'est... Je te parle pas d'objectif de fin de manche. Hein. Non, mais la météo, elle change à la fin de la manche. Oui. Encore un exemple de mauvaise foi. Non, mais pourquoi pas? Mais je veux dire, on peut ajouter toujours plus. Et où est-ce qu'on s'arrête? Et je trouve qu'il y aurait eu un meilleur ratio entre une abondance de fioritures comme on a là et un jeu intéressant. Il y aurait eu vraiment un jeu un peu moins expansif dans toutes les variétés, tous les éléments qui aurait été plus intéressant. Mais soit, je suis d'accord. Fait que peut-être le jeu est plus rejouable. Je suis d'accord avec toi, on peut pas dire, je reprends un ton sérieux, vous avez vu cette rupture, on peut pas dire que ce soit un jeu élégant. 22 actions, finalement il est d'accord avec moi, et 22 ressources, des scorings en veux-tu, en voilà, salade de points, beaucoup de hasard. On peut pas dire que ce soit élégant. Ce jeu a tout pour me déplaire. Moi, je suis plutôt adepte de Hansa Teutonica. En ce moment, je fais pas mal de Mombasa Sky Mines. C'était les jeux épurés de Pfister avant qu'ils sombrent justement dans le scorepad où il y a 12 000 lignes, un peu comme ici. Et ben pourtant, j'adore. Je vous ai donné mes arguments. Et j'ai pas vraiment d'arguments en fait. C'est le feeling de jeu. Je trouve que le jeu est fluide et le puzzle qui me demande de résoudre à chaque tour et à chaque manche, surtout à chaque manche, parce qu'on va planifier ses actions avec ses résultats de dés à chaque reset en fait, pour la manche par rapport à ses objectifs court, moyen et long terme. Et c'est ça l'intérêt du jeu, je trouve. Oui, bien sûr, mais ça. Je trouve que ce puzzle est intéressant. Et quelque part, le côté je fais ce que je peux avec ce que j'ai, en termes de résultats de dés, en termes d'exploration, en termes de cartes, il m'intéresse. Voilà. Pour ce qui est du graphisme et de l'univers, toi tu l'abstrais, tu t'en... Enfin... Ouais. Ok, parce que, pour être honnête, moi, ce qui me vendait un peu du rêve, c'est que je me suis dit, Stefan Feld, il y a plusieurs jeux que j'aime bien de chez lui, je me dis ça peut être mécaniquement très intéressant, et aller sur un terrain de jeu de civilisation, j'avais des promesses en tête, j'avais des attentes. Il y a un potentiel quand même qui est assez fort. Ouais, tu croises, et en fait, c'est comme quand tu dis Luciani fait du 4X, quoi. Ouais. C'est tout à coup, waouh, c'est pas du tout son type de jeu, qu'est-ce qui va nous sortir ? Il y avait une attente, il y avait une envie. Là, clairement, moi je trouve que il a conçu un jeu entièrement, et après il a fait un parallèle avec des éléments qui pouvaient vaguement faire civilisation. Hein. Typiquement, à un moment, tu construis des statues. Bon. À un moment, tu construis des hôtels. Pour des dieux, je sais pas, il n'y a pas aucun dieu, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'hôtel pour les dieux. Il y a c'est pas les shrines? C'est quoi? Il y a deux types de construction? Non, t'as les... les monuments, pardon, c'est ça? Non. Tu vas construire des fermes ou des colonies. Mauvaise foi. Mais par exemple, tu vois, les fermes, je comprends le lien avec la nourriture, tout ça et tout. Les colonies... Non mais, il y a plein d'éléments comme ça... Déjà, quand tu construis une colonie, tu as des diamants. C'est pourtant thématiquement parfait. Je comprends pas de quoi tu te plains. Je trouve que tout est clair et clean en gros, donc lisible. Par contre, c'est hideux quoi. Enfin, vraiment, c'est hideux. Toutes les cartes sont hideuses. Je trouve qu'il a une présence sur table, moi, ce jeu. Ah ouais? Tu vois, la map principale, je trouve qu'elle a de la gueule. Tes icônes, tes tribus. Je suis d'accord complet. Oui, mais parce qu'il y en a un qui a raison, l'autre 14, c'est pour ça. Là, la rupture va être consommée. Sur Through the Ages, je trouve qu'il y a un esprit épique qui est en fait beaucoup plus fort. Oui. Où il y a des tensions. En particulier, alors moi je trouve que le point d'orgue, c'est quand les dernières cendres se décomposent dans la cheminée quand on a mis la boîte Through the Ages, quoi. Alors là, moi je trouve que c'est le point d'orgue de l'épisme de ce jeu. Il est à vendre. Je le vends. Il est sur Ocaseo. En fait, ça rejoint un peu ce que je dis. Le fait que le thème soit plaqué, que le graphisme, moi je le trouve vraiment moche, ça ne m'aide pas. Et en plus, il y a un côté où tout est anti-épique. Chaque action que vous faites,
est un micro-changement. Vous allez piocher une carte parmi deux, vous allez... Ou 2 parmi 4 si tu as amélioré l'action. Oui, bien sûr, mais même quand tu as amélioré l'action, ça devient parfois un peu mieux, mais c'est jamais, satisfaisant. C'est pas un jeu à combo, voilà, ou alors c'est rare. Tout est mis... Oui, non mais je suis d'accord, mais par contre tu vois... C'est pas du tout une civilisation qui est... Où tu as un moteur qui explose à la fin. Non, mais on va se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que c'est pas un jeu de civilisation. Ça, on est d'accord. C'est un jeu, c'est un casse-tête, machin, il y a un thème plaqué de civilisation, mais c'est pas du tout un jeu de civilisation comme peut l'être Through the Ages. Alors, c'est pas un jeu à combo comme tu peux avoir dans même Shackleton Base, Nucleum, comme tu peux avoir dans Ark Nova, où je déclenche ça, qui fait ci, qui fait ça, etc. Et puis j'ai des tours à rallonge. Alors, on a eu un petit peu à la dernière partie avec Vincent, où il avait fait des activités, des cartes cons, des activités, quand tu déclenches une activité, tu fais ça qui te permettrait. Et ce qui fait que c'est aussi ça que qui fait que la partie a été longue. Non pas parce que les gens réfléchissaient beaucoup, mais parce que le tour d'un joueur, et on ne pouvait pas lui reprocher, était long parce qu'il enchaînait pas mal d'actions. Mais effectivement, c'est un jeu où chaque action, mais c'est le cas de Sankoré. Sankoré, tu fais des actions, c'est je suis un cours, j'avance ma caravane, je plante ma tente dans le désert. Là, je suis en désaccord. Je trouve qu'il y a Sankoré. Il y a certains tours, effectivement, au début où tu te mets en place tout ça. Et par moment, tu as des tours où tu combattes, tu fais un élément qui fait un autre élément, qui te prend une majorité, justement. Tu as des petits moments d'explosion que tu n'as jamais dans Civilization, je trouve. Tu n'as pas d'explosion, tu as un assemblage méticuleux de micro-actions qui, sur une stratégie long terme, font que tu gagnes. Non, mais tu peux avoir de. Moi, j'y trouve de la satisfaction. Alors, cette satisfaction, elle n'est pas dans l'explosion. Étonnamment, d'habitude, moi, je suis plutôt cocktail Molotov, etc. Elle est dans. J'arrive à mes fins sur je vise tel scoring, paf, je fais le scoring et c'est moi qui gagne l'événement et machin. Et je gagne à la fin, mais ça, j'ai pas beaucoup de satisfaction sur ça. Mais j'ai cette frustration justement de voir que je gagne pas. Et je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai envie d'en faire une. Tu vois. En fait, ça, pour le coup, c'est peut-être un goût personnel. C'est pas intrinsèquement un défaut du jeu. Je dirais que c'est un type de jeu. Voilà, où la courbe de progression de l'intensité du jeu au cours de la partie est assez plate, ou assez linéaire. Quand tu as une migration, quand ton dernier coup, en fait, ça va pas faire à la fin des coups épiques. Ça reste globalement assez modéré. Oui. Certes, tu as des actions, c'est pas exponentiel. C'est ce que je dis. Mais ça reste. Je l'ai dit, vous l'avez vu sur vos écrans. Oui, mais il ment. Je pense que en fait, il y a une partie non négligeable des défauts que je trouve au jeu qui sont liés aux attentes que j'avais, au fait qu'il se place aussi, il se présente comme c'est le jeu de civilisation de Stefan Feld, il n'a jamais fait ça. Stefan Feld a fait des dizaines de jeux, là il va sur un créneau qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais exploré. Il y a des attentes. Il n'a toujours pas exploré. Ouais, voilà, mais... Non, on est d'accord. Est-ce que le jeu, j'ai du plaisir à y jouer? Beaucoup. Je pense que le fait que toi, on te l'ait sous-vendu... Mais moi, on me l'a pas souvent... Oui, alors peut-être. Non, tout le monde... Mais moi, j'avais pas d'attente. T'avais plutôt un a priori négatif. Oui, parce qu'en fait, oui, effectivement, quand je l'ai reçu, je me dis, mince, j'avais oublié de l'annuler, de demander à Auguste de ne pas me l'envoyer. Et en fait, aujourd'hui, mais je suis super content de l'avoir. Voilà, et en fait, c'est une bonne surprise. Ça fait partie de mes Feld préférés. Je pense qu'il y a une grosse partie, effectivement, de l'attente. Il faut se dire, si vous y allez, il faut se dire, c'est pas un jeu de civilisation. Ouais. Il n'y a pas de thème, c'est moche. Et si vous y allez pour la mécanique... Non, c'est lisible, mais moche. Non. Moi, je trouve qu'il a une bonne présence sur table. Voilà. C'est les goûts et les couleurs. Je vous laisse il a une bonne présence dans la poubelle quand vous faites glisser de la table et vous placez la poubelle au bout de la table. Elle est pleine elle est déjà pleine avec Through the Ages. Il y a trop de cartes. J'ai déslivées avant. Je le vends pas slivé, Through the Ages. Voilà. Vous pouvez acheter. Moi, je vous recommande Through the Ages si vous voulez un jeu qui est bon mécaniquement. Qui dure 4 heures à 2. Ou si vous jouez pas militaire, vous êtes mort. Non, ça c'est faux. C'est parce qu'il a rien compris. Ouais, voilà. Il a pas assez joué. Voilà. Alors, moi j'ai quand même la question de la fin. Et ensuite on s'arrête parce qu'on est déjà trop long. Tu préfères jouer à Civilization ou Andromeda's Edge? Civolution, pardon. C'est dur ça. Tu sais quoi? Je pense que
Andromeda's Edge, c'est un bon jeu, mais c'est pas du tout mon style. Celui-là, ça peut être mon style. Et après tout le pressing que tu m'as fait de harcèlement, hein, où il m'appelle tous les jours pour me vanter les louanges de Civolution, je pourrais peut-être tenter Civolution. Entre les deux, plutôt Civolution. Voilà, c'est le mot de la fin. L'espoir n'est pas permis, hein. Enfin, moi- l'espoir n'est pas perdu. On peut. Non, mais moi je veux pas te forcer à jouer. Mais par contre, je suis partant, moi, d'après tout ce que tu dis, de rejouer à Château de Bourgogne. Ouais. Voilà. Ouais, jouer à Château de Bourgogne, c'est la conclusion de cette vidéo, je crois. Ciao!